Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une seconde vidéo donc sur les interfaces en Java. Donc on en avait fait une vidéo la précédente fois sur les classes abstraites, un concept qu'on retrouve en Java et un concept un peu similaire dans la nature est donc le concept d'interface. Donc pour les classes abstraites, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Donc on va s'intéresser aujourd'hui aux interfaces Java. Donc qu'est-ce qu'une interface ? En fait, il faut voir les interfaces comme une liste de fonctionnalités que devront implémenter les futures classes filles de cette interface. Donc, ce qui est intéressant par rapport aux classes abstraites, c'est que là, pour le coup, une interface peut implémenter une classe peut implémenter plusieurs interfaces, contrairement aux classes qui ne peuvent étendre qu'une seule classe. Donc là, on a du polymorphisme qui est possible pour les interfaces, de l'héritage multiple, à vrai dire. Et de manière générale, il faut vraiment considérer les interfaces comme un contrat fonctionnel, donc ce que doit faire une classe, que doit remplir une classe à l'avenir. Pour revenir un peu plus en détail sur les spécificités des interfaces, en fait, toute méthode ou fonction qui va être déclarée dans une interface sera forcément une méthode ou fonction publique. On ne peut pas déclarer des fonctions protected ou privées dans une interface. Si vous essayez de déclarer une variable dans une interface, cette variable sera forcément une constante. Sous-entendu, il est impossible de déclarer ici des attributs de classe dans une interface. Donc quoi qu'il arrive, dès que vous allez déclarer une variable dans votre interface, ça sera forcément une constante publique statique. Donc comme je vous le mentionnais juste avant, il est impossible de déclarer des champs de classe. Par contre, un peu comme pour les classes abstraites, on peut insérer du code par défaut pour des fonctions ou méthodes qui seraient déclarées dans une interface. Sous-entendu, en fait, ici on peut donner une implémentation par défaut et du coup une classe qui va implémenter cette interface héritera de cette implémentation par défaut. Elle peut tout à fait la surcharger, la redéfinir s'il le faut. Donc comme on l'a sous-entendu tout à l'heure, comme on l'a mentionné même carrément tout à l'heure, une interface peut hériter de une ou plusieurs interfaces. C'est un lapsus tout à l'heure, mais on disait tout à l'heure qu'une classe pouvait hériter de plusieurs interfaces. Mais c'est aussi le cas d'une interface qui peut hériter d'une ou plusieurs interfaces. Et évidemment, une interface ne peut pas étendre une classe concrète ou abstraite d'ailleurs. Ça, c'est pas possible. Maintenant, on peut toujours se poser la question, quand est-ce qu'il faut utiliser une interface ? J'ai envie de répondre à cette question qu'on va les utiliser le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut ce contrat fonctionnel, justement, vous casse une dépendance forte entre la classe que vous êtes en train de développer et finalement une classe concrète qui implémenterait une fonctionnalité par exemple, et du coup en jouant avec des interfaces, on s'en fout de l'implémentation. Tout ce qui m'intéresse, c'est que la fonctionnalité soit implémentée. Et en cassant justement cette dépendance forte, on peut tout à fait gérer quelque part l'implémentation de cette future fonctionnalité par quelqu'un d'autre, typiquement, ce qui offre justement des facilités de développement collaboratif en se mettant d'accord sur des interfaces. Vous pouvez tout à fait déléguer à quelqu'un d'autre le développement des implémentations de cette interface, pendant que vous, de votre côté, vous vous basez sur une implémentation qui va utiliser cette interface. Donc il est important dans une méthodologie optimale de développement d'être capable justement d'introduire ces interfaces pour faciliter un travail collaboratif. Ok, maintenant on va revenir sur du coup une spécificité offerte par les interfaces qui est le polymorphisme. Alors on peut avoir du polymorphisme avec des classes abstraites évidemment, parce qu'une classe qui va étendre une classe abstraite aura trois types. Elle aura le type de la classe elle-même, le type de la classe abstraite et évidemment le type object. Là c'est un peu différent parce que on peut par exemple ici avoir trois interfaces I1, I2 et I3. On peut avoir une classe C qui implémente ces trois interfaces et du coup les types de la classe C sont le type C lui-même, évidemment, la classe courante, I1, I2 et I3 qui sont les trois interfaces implémentées et object qui est le super type que tous les objets héritent.
Maintenant, si on s'intéresse un peu sur l'instruction i2 ici, x égale newC, donc on déclare une variable x de type i2 et on lui dit en fait que c'est une nouvelle instance de la classe C, donc l'on a déclaré juste avant. Dans ce cas-là, en fait, quand on va utiliser x, les fonctionnalités qui seront visibles de x seront uniquement les fonctionnalités qui sont déclarées dans i2, à cause justement de ce typage for qui est là. Par contre, au niveau de l'exécution après, au niveau du développement après, vous pouvez tout à fait caster x dans un des 4 types qui est proposé ici, c'est i1, i2, i3 object, sans lever une runtime exception, évidemment, car c'est tout à fait compatible dans ces cas-là. Mais encore une fois, il faut comprendre ici qu'à partir du moment où on type la variable, on se limite aux fonctionnalités qui sont proposées par cette interface. Maintenant, il faut faire très attention en fait concernant le polymorphisme, parce que évidemment, dès qu'on fait de l'héritage multiple, d'ailleurs, faut que j'arrête de dire polymorphisme, parce que le polymorphisme, on le trouve quelque part partout, mais c'est vraiment de l'héritage multiple. Il y a des choses qui, à partir du moment où c'est défini par des interfaces différentes, ça peut vous emmener à des implémentations non correctes d'une classe qui va du coup hériter, implémenter ces interfaces. Donc on a 2 cas en particulier. Imaginons qu'on a une fonction f qui apparaît dans 2 interfaces i1 et i2, mais que f a 2 types de retours différents. Si on prend chacune des interfaces une à une, c'est pas un problème. Par contre, quand on a une classe C qui va implémenter ces 2 interfaces, là on va avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une méthode qui a le même nom, mais qui va retourner 2 types de retours différents. Et on sait qu'en Java, c'est impossible de créer une telle méthode. Vous pouvez, on va vérifier tout à l'heure pour éviter les problèmes. Il y a un autre problème aussi qu'on retrouve lié à l'héritage multiple. Comme Java vous propose justement d'avoir des implémentations par défaut, on pourrait avoir ici 2 interfaces différentes qui ont une même méthode M, qui ont chacune une implémentation par défaut. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais créer une classe C qui va implémenter ces 2 interfaces? Et bien en fait, ce qu'il va vous demander, c'est comme il est incapable de choisir entre les 2 implémentations par défaut, ben il va vous demander d'implémenter cette méthode et éventuellement de choisir entre les 2. Quand je dis il, c'est le compilo. En particulier ici, ce sera notre IDE IntelliJ qui va vous montrer ceci. Donc on va essayer d'illustrer tout ceci pour clarifier les choses, pour éviter les problèmes. Donc on va créer nos 3 interfaces. Bon, on va se limiter déjà à 2 interfaces. Donc on va avoir une interface I1. Tac. Tac. Donc ici on va avoir la méthode M. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais créer une autre interface qui va avoir la même méthode M, mais pas une méthode, mais une fonction M pour le coup. Et on va voir ce qui va se passer justement quand une classe va implémenter ces 2 interfaces. Donc là on fait une interface I2. Voilà. Là on lui dit int M de cette façon-là. Et on essaie de créer une classe C qui va implémenter ces 2 interfaces. Donc là, il vous dit qu'il y a un problème. Donc on va essayer d'implémenter les méthodes. Donc là, il vous dit qu'il y a ceci. OK. Et là, on voit qu'il nous souligne M. Et là, il vous dit qu'il y a un problème. Il y a un clash en fait de définition. En particulier avec celle qui est déclarée dans l'interface I2. Qui retourne un type qui n'est pas compatible avec void. Donc là, pour le coup, vous auriez ce problème si vous essayez de faire une classe normale. Hein. Si j'avais fait ici, par exemple, une méthode void M1, hop, et j'essaie de faire une fonction int M1 qui a le même nom, on a exactement le même problème. D'accord? Donc en fait, on se retrouve ici dans un cas de figure donc, qui est valide, enfin qui n'est pas accepté quoi qu'il arrive pour la définition d'une classe. Elle a vu que I1 et I2, l'utilisation simultanée des 2 interfaces nous emmène dans cet état-là. Le compilateur refuse de faire ceci. Donc ça c'est important de souligner le problème. Et le deuxième problème que je vous avais montré,
dont je vous avais parlé tout à l'heure, hein. C'était de dire, ok, imaginons ici que j'ai une implémentation par défaut. Hop. Donc c'est comme ça que ça s'exprime. Donc là, on va mettre un soute avec appel de M dans I1. Et on va faire la même chose de l'autre côté. I2. De M dans I2. Donc là, on a deux implémentations par défaut d'une même méthode M qui apparaît dans deux interfaces différentes. Et on se retrouve ici avec la classe C qui va implémenter ceci. Donc là, il vous dit en fait que C hérite de deux méthodes M, donc dans interface I1 et interface I2, qui ont une implémentation par défaut. Et qu'est-ce qu'il vous propose comme action? Ben, il vous impose de réimplémenter la méthode. Donc là, il vous met par exemple qu'on va appeler la méthode M qui est liée à I1. On pourrait lui dire d'appeler la méthode M qui est liée à I2 en fait, dans ces cas-là. Ok, donc voilà à peu près en fait les petits problèmes qui sont liés à l'héritage multiple. Alors encore une fois, hein, dans ces cas-là, un objet de la classe C a 4 types. Donc le type C lui-même, le type I1, le type I2 et le type object. Ok. Donc voilà en gros les choses qu'il faut faire attention en fait quand on commence à avoir de l'héritage multiple en Java avec des interfaces. Maintenant évidemment la question que l'on se pose souvent, et il est parfois difficile de savoir quand est-ce que j'utilise l'un ou quand est-ce que j'utilise l'autre. Donc on a des avantages et des inconvénients pour chacun. Les interfaces offrent justement la possibilité de faire de l'héritage multiple. Par contre, il y a un impact fort dès qu'on fait une mise à jour d'une interface. Pourquoi? Bah, simplement, imaginez que vous avez une interface I, vous avez 5 implémentations de cette interface et vous décidez d'ajouter une nouvelle fonctionnalité dans l'interface. Que se passe-t-il? Bah, il faut que vous mettez à jour toutes les implémentations de ces interfaces, de cette interface justement. Donc ça demande directement une mise à jour, un impact fort en fait. Il y a vraiment un impact fort dès qu'on modifie une interface. Donc clairement, dans une logique de développement, on essaye d'avoir des interfaces carrées tout en espérant ne pas avoir à les modifier dans le futur. Et évidemment, ce problème n'est pas présent en général pour les classes abstraites. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tout à fait définir dans cette classe abstraite, donner une implémentation par défaut de la classe abstraite et de la méthode en particulier qu'on ajoute. Et dans ce cas-là, il suffit simplement, dans les classes phi éventuellement, de redéfinir si besoin cette fonction ou cette méthode. Les classes abstraites, elles, offrent par rapport aux interfaces la possibilité de déclarer des attributs de classe, chose qui est strictement impossible avec des interfaces. Donc là, on est en train de présenter une espèce de compétition entre les deux, mais il ne faut pas voir ça comme une compétition en général, il faut plutôt voir ça comme une complémentarité. Et d'ailleurs, si vous jetez un œil un peu à la JDK, vous allez vous rendre compte assez rapidement que dans les principales structures de données, comme les listes ou les maps, vous avez un couple. Vous avez en général le type générique, enfin général, liste qui est une interface, et vous avez une implémentation directe abstraite associée, donc une abstract list. Vous avez la même chose pour les maps et les abstract maps, ou pour les sets et ainsi de suite. Donc en gros, il n'y a pas de choix à faire en général, c'est plutôt, on offre dans un premier temps la liste des fonctionnalités qu'on propose et on définit une implémentation pouvant être abstraite par défaut en complément en fait. Ok, donc maintenant il nous reste juste à mettre en application un peu cette nouveauté. Donc là ce que je vais vous présenter, alors de manière complètement basique, hein, c'est pour juste illustrer le propos. Donc là nous voulons faire un jeu d'échecs en mode un joueur. Donc la petite subtilité ici, c'est qu'on veut avoir différents niveaux pour l'intelligence artificielle. Donc aux échecs, hein, il y a des espèces de classements de niveaux. Donc là on a un niveau débutant 250 Elo, débutant aussi 500 Elo.
1000 Elo, c'est quelqu'un qui sait à peu près jouer, et ainsi de suite. Puis après, on pourrait monter beaucoup plus haut si on le souhaitait. D'ailleurs, si vous connaissez une plateforme comme chess.com, par exemple, vous avez des bots justement par niveau, par Elo. Donc là, on est dans un contexte où on a deux développeurs, un qui va gérer en fait l'implémentation de l'IA et l'autre qui va gérer plutôt les fonctionnalités de manière générale du modèle. Donc, on va ouvrir le projet. Tac, tac. J'avais mis cela dedans, je crois. Ouais, c'était ça. Donc là, on va s'amuser simplement à étendre. Alors, c'est le modèle qu'on avait utilisé un peu dans notre première vidéo. Donc là, on va juste faire une classe. On reviendra plus tard sur cette notion de façade jeu échec. Là, pour l'instant, c'est juste une classe que je crée. Et on va se dire, en fait, ici, que justement, je vais avoir une méthode qui va nous retourner un coup. On va dire au joueur qu'il joue, donc ça va être l'humain qui va jouer contre le bot. Donc lui va nous donner un char pour dire quelle est la colonne sur laquelle il va jouer et un entier pour dire sur quelle ligne il va taper. Et on va par exemple donner la destination x dest et int y dest de la chose. Donc ça c'est en gros, j'essaie de déplacer la pièce qui est en xy en x dest, y dest. Donc si c'est bien, s'il n'y a pas de souci, le déplacement se fera. Si y a un problème, si c'est pas un coup légal, il faudra lever une exception évidemment pour dire que ce coup n'est pas légal. Donc encore une fois, je ne vais pas développer intégralement cette façade-là. Hein. C'est juste pour vous montrer que là, ce qui va se passer, c'est que on est sur un mode un joueur. Donc dès que le joueur humain appelle cette méthode-là, il va falloir que derrière l'IA, elle soit capable de jouer son coup en fait. Donc on va simplement déclarer ici une IA. Donc on va dire IA. Ouais, on peut le limiter comme ça. Hein. IA. Donc on va créer une interface. IA. J'ai dit une interface. Et là-dedans, on va simplement lui dire qu'on va avoir quelque chose qui va nous retourner un coup. On va avoir une méthode jouer qui va prendre en paramètre un échiquier, par exemple. Encore une fois, là c'est complètement bidon sur le principe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable justement de mettre en place cette interface pour sous-entendre que l'implémentation des intelligences artificielles ne va pas bloquer le développement de ma façade de jeu d'échecs. Quelqu'un d'autre pourra tout à fait développer les différentes implémentations de niveau, le 250 Elo, le 500 Elo et le 1000 Elo qu'on a vu tout à l'heure, tout en ne m'empêchant pas, moi, de développer la façade qui est là. Donc là, imaginons, on va voir un coup. Hein. Donc là, je vais mettre une interface aussi. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans pour l'instant, mais c'est pas vraiment un problème. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un setter pour l'IA, être capable justement de dire ouais, peu importe, je peux changer en fait le niveau de l'IA quand je veux. Hop, je me suis trompé. Generate setter. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander, on va avoir un échiquier, hein, par exemple. Ah, échiquier. Donc là, on dira simplement à l'échiquier d'appliquer le coup.
On va passer le x, y, xdest, ydest. Donc là, on s'en fout de savoir de quelle couleur sont les pions et ainsi de suite. Pour l'instant, encore une fois, c'est juste pour vous montrer que moi, je peux tout à fait développer ici. Hop. Voilà, ça c'est bon. Je peux tout à fait développer sans pour autant être bloqué par le fait que j'ai une IA ou pas. Et qu'une fois que ce coup a été fait, je vais demander à l'IA de jouer en lui passant l'échiquier qui est ici. Donc là, grosso modo, ça va nous retourner un coup. Et ça va faire jouer l'intelligence artificielle. Donc là, encore une fois, je n'ai pas d'implémentation de l'intelligence artificielle, mais pour autant, je peux développer tout à fait ma classe sans que ça soit bloquant. Et quelqu'un d'autre pourrait tout à fait créer en parallèle sur... par exemple, si on utilise un Git, on pourrait très bien avoir ici, là, la classe 250 Hello. Hop, ouais, évidemment. IA 250 Hello qui pourrait implémenter notre interface IA. Et là, du coup, l'individu pourrait tout à fait développer en fonction de la tête de l'échiquier, en fonction de la couleur et ainsi de suite. On pourrait s'amuser à développer comment une intelligence artificielle de niveau 250 jouerait en fonction de la configuration de l'échiquier actuel. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que ici on est capable, si on s'organise pas trop mal, de définir donc des interfaces communes pour lesquelles on pourra du coup développer des classes et tout en n'empêchant pas les autres de travailler lorsqu'on travaille sur un projet et ainsi de suite. Donc nous on va s'orienter au fur et à mesure vers un jeu en ligne. Donc on verra, je pense, dans les prochaines vidéos, cette convergence vers un jeu d'échecs en ligne. Bon, on ne concurrencera sûrement pas chess.com, mais bon, on va s'amuser un petit peu. Alors j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour bien comprendre les concepts d'interface ici en particulier, et de bien comprendre aussi les nuances qu'il y a, les différences qu'il y a entre les interfaces et les classes abstraites. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo.